Salut à tous mes amis et bienvenue pour un nouveau podcast Le Club Paname, édition 32. Mes amis, c'est un podcast spécial car c'est le podcast du championnat de France. Nous avons remporté l'édition 2017-2018 du championnat de France, le PSG, le plus grand club du monde. Et pour parler du match d'hier soir où nous nous sommes imposés 7-1 contre Monaco, je suis avec mon équipe de choc. Basto, bonsoir. Bonsoir, champion mon frère. Drayas, bonsoir. Bonsoir, quel plaisir de te retrouver Jimmy après tant de temps. Olivier, bonsoir. Salut Jimmy, bonsoir à tous. Le PSG s'est donc imposé au Parc des Princes contre le Dauphin du championnat de France qui était le champion en titre jusqu'à hier, Monaco. But de Cavani, doublé de Giovanni Lo Celso, doublé d'Angel Di Maria, but de Draxler et but de Falcao contre son camp. Mes amis, on va pas perdre de temps, je vais vous demander qu'est-ce qui ont été les points forts de ce magnifique PSG hier soir. Basto, à toi de jouer. Déjà, je fais une petite chanson du titre. Alcool, 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 alcool. Qu'on perde ou qu'on gagne, piquette ou champagne. Paris SG, je chante pour toi. Voilà. Je suis atterré, je suis atterré. Bon, bah, on peut lancer l'analyse du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé moi? J'ai bien aimé le comportement d'entrée de jeu avec une équipe qui était très concentrée dès le coup d'envoi et avec beaucoup d'envie, même si les 10 premières minutes ont plutôt été monégasques. On était là dans l'agressivité, dans la recherche du changement de rythme, ce qui était vraiment ce qu'il faut faire pour embêter Monaco, qui aime bien un peu contrôler sur un faux rythme ses matchs. J'ai aimé le symbole, 7ème titre, on marque 7 buts contre le champion sortant en plus, on remet les choses en place. C'est bien Paris, le patron incontestable sur le territoire national. On va dire que l'année dernière était une petite anomalie. J'ai aimé la compo de départ avec le duo Draxler-Pastore. Ils ont été alignés seulement 4 fois cette saison pour plus de 45 minutes. Et à chaque fois, il y a eu des grandes prestations dans la circulation de balle. Il y a eu le 5-0 à Angers, qui est peut-être le match référence face à un bloc bas. Je pense que Darius ne me contredira pas là-dessus. Il y a eu la deuxième mi-temps du match contre l'OM en coupe, où ça avait été superbe. Il y a eu un match de coupe contre Guingamp aussi, où on a eu beaucoup d'occasions. Et donc, il y a eu hier, où ça a été un festival donc d'enchaînement de grande classe, de variations dans nos actions et dans nos buts, puisqu'on a marqué sur coup de pied arrêté, sur des contrées claires en 2-3 touches, sur des actions construites mais rapides avec des recherches de 1-2. Je pense que hier, on a fait toute la palette de ce qu'on était capable de faire. Et c'était aussi dû à l'absence de défauts récurrents chez certains. Par exemple, Rabiot qui était pour une fois toujours très bien placé, à Di Maria qui n'a pas eu son déchet habituel, à Cavani qui s'est retrouvé à faire des passes pastoresques, à être bon dans la participation du jeu. Donc voilà ce que j'ai bien aimé hier. Merci à toi Basto. Drayas, est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord et je rajouterais, là je suis complètement d'accord sur la qualité des mouvements offensifs et leur variété, on a vu de tout et je rajouterais juste sur ce chapitre la notion d'efficacité, le peu de frappes qu'on a eu besoin pour y aller. On a vu une équipe qui était concernée alors que c'est tout bête, hein, il n'y avait pas Neymar comme on le sait, mais il y avait pas aussi Mbappé sur le terrain, il n'y avait pas Marco Verratti et ça n'a pas empêché l'équipe dans son ensemble de faire tout ça. J'ai aimé aussi le titre tout simplement, enfin Basto parlait du titre par rapport à l'année dernière, mais le titre en soi, mais on reviendra dessus tout à l'heure, et la validation que la première mi-temps contre Saint-Étienne était juste un match post-victoire d'un autre titre qui était la Coupe de la Ligue. C'était une mi-temps qui était vraiment indigente, qui était vraiment choquante, et voir l'équipe concernée comme elle l'a été hier soir, c'était très appréciable. Et enfin, j'ai aimé la joie des joueurs pour le titre, et en particulier Alves, qui est peut-être le joueur le plus titré, enfin qui est le joueur le plus titré de l'effectif, qui à lui tout seul a gagné plus de titres que le Paris Saint-Germain, et qui était comme un gamin, parfaitement heureux. Je crois que c'est même le joueur le plus titré de l'histoire du football, Daniel Alves. Ouais, il me semble que c'était Maxwell et Alves est passé devant. Ouais. Il me semble bien, hein, mais à vérifier, mais il me semble bien. Si, c'est ça, il a dépassé Maxwell. Ok, merci à toi Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec tes deux meilleurs amis? C'est difficile après ce match-là de ne pas être d'accord avec eux. Moi j'ai aimé surtout la réaction après le match catastrophique contre Saint-Étienne. On était quand même un peu inquiets sur la motivation des uns et des autres de finir cette saison qui était quasiment terminée depuis le match retour contre le Real. Et là, les joueurs voulaient vraiment le titre et ils ont fait ce qu'il fallait en étant tous à leur meilleur niveau. Et ça, je crois que c'était
On avait besoin de cette réaction-là. Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Draya sur l'efficacité. Effectivement, le ratio tir cadré, efficacité et but est absolument extraordinaire. Et tout le monde a marqué avec des très jolis buts et ça a montré une nouvelle fois la supériorité technique absolument exceptionnelle de ces joueurs qui, pour une fois, ont su combiner avec Cavani. Il a fait des très très belles actions, il a fait des très belles remises. Il y avait beaucoup de mouvements, donc c'est vraiment un match qui était parfait pour conclure cette saison un peu tristounette par certains côtés, mais qui là se termine en apothéose à la maison contre le deuxième qui nous avait battu l'an dernier. C'était plein de symboles ce match et tout a été validé à la perfection. Merci à vous, mes amis. Quelque chose à ajouter? Non. J'attendais Darius, on sait jamais. Ne le relance pas, ne le relance pas. Bon bah mes amis, est-ce que vous avez trouvé quelque chose à redire à ce match? Quelque chose qui vous a pas plu du côté du PSG, Drayas? Encore et toujours le milieu. Enfin, on va peut-être étendre après au-delà du milieu, mais comme le rappelait Basto, on a eu un Rabiot qui est sorti de sa zone et qui a commencé à se passer un peu n'importe comment pendant 10 minutes, alors que dans ses standards, c'est plutôt 45 minutes plus. Donc on avait un Rabiot qui était bien placé, peut-être parfois un peu nonchalant, mais qui grosso modo faisait le job en 6. On a eu un Draxler qui commence à devenir surprenant de par les efforts défensifs qu'il fait, qui a de moins en moins peur d'aller au contact, il apparaît de moins en moins comme une crevette. On n'avait que Gio qui était perdu dans le jeu sans ballon en première mi-temps, mais même en ayant deux joueurs sur 3 qui sont performants, ça ne nous empêche pas de nous faire transpercer par l'axe de manière répétée et systémique. C'est peut-être Emery. Emery apparaît de plus en plus comme l'opposé pur du gegenpressing de Klopp, et c'est peut-être là où il faut qu'on étende par rapport au milieu. Il y a une vraie absence de pressing dans cette équipe à la perte du ballon. Il n'y a pas cette recherche de systématiquement vouloir retrouver la balle, et ça nous met régulièrement en difficulté, surtout. Alors on compense ça d'une manière intelligente en ayant un jeu qui est plus basé sur le contre à la recherche de la verticalité, même si on a grosso modo la possession, mais il y a vraiment des progrès à faire là-dessus, et c'est un défaut récurrent chez Emery. Sinon voilà, grosso modo le point que je n'ai pas aimé. Merci à toi, Drayas. On avait dit pas de grosso merdo. Ah oui, mais je ne peux m'en empêcher. Tu l'as dit 2 fois. Et je supporterai, De facto. je supporterai le jugement terrible de Olivier qui s'en suivra. Olivier, du coup, à toi de jouer. Non, je laisse tomber le grosso merdo, je crois que c'est perdu d'avance. Moi, oui, dans le match, qu'on peut regretter, c'est qu'il y a eu quand même des temps faibles. Alors, est-ce une coïncidence? Il y a eu un temps faible au moment de la blessure de Sidibé. Là, d'un seul coup, la tension est retombée. Il faut dire que les malheureux Monégasques avaient subi 10-12 minutes catastrophiques où ils ont pris 4 buts. Et bon, on s'est un peu relâché à ce moment-là. Ils sont un peu revenus dans le jeu. Ils ont marqué ce joli but. Et puis ils ont attaqué aussi la deuxième mi-temps un peu mieux que nous. Là, la possession s'est inversée à ce moment-là. Bon, enfin vraiment, on sentait qu'il ne pouvait pas arriver grand-chose. Moi, ce qui m'a un peu embêté, c'est les à côté. C'est-à-dire d'abord le public. Je crois qu'on était tous là pour faire la fête. On était tous là pour accompagner notre club vers ce titre de champion. Et que le Cup prenne ça pour faire une bouderie, pour pas encourager. Moi, j'ai trouvé ça lamentable. Qui se servent de fumigène, ils sont sanctionnés tout à fait justement, ils pénalisent le club, et après, ils se permettent de pas accompagner les joueurs pour ça. Ça, c'est un peu gâché, et je crois qu'il va falloir vraiment réfléchir sur l'environnement du PSG au parc, parce que c'était très triste. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas compris surtout comment Monaco avait fait pour exploser de cette façon-là. Monaco, c'est le deuxième du championnat, il n'a pas tellement de points en moins par rapport à l'année dernière, donc c'est quand même une équipe qui aurait dû donner une opposition bien meilleure. Bon, c'est vrai qu'ils ont pris la déferlante pendant 20 minutes et que ça leur a coupé un peu les pattes, mais qu'ils s'écroulent à ce point-là, qu'ils prennent 7 buts à 1, c'était un choc entre le premier et le deuxième. Ça, c'est quand même quelque chose qui était malheureux. Et puis l'attitude du club, des dirigeants du club, avec Nasser qui continue à planer, qui fait comme si le championnat était devenu la priorité, alors qu'avant il le négligeait pour se concentrer sur la Coupe d'Europe, qui a des déclarations sur Emery absolument ridicules. Vraiment, cette ambiance autour du club actuellement, elle est vraiment irréelle, et moi ça me gêne. Et puis ce qui m'a gêné aussi ce matin, c'est les réactions de certains à propos des absences de Neymar et Mbappé, comme si on jouait mieux sans Neymar et Mbappé.
bah, il faut peut-être plutôt pointer l'incapacité à se servir de ces joueurs, qui sont quand même de très grands joueurs, et à s'en servir pour construire un collectif avec eux, plutôt que de raconter des choses comme ça, que Neymar et Mbappé seraient des handicaps pour l'équipe. J'ai l'impression d'être revenu 2 ans en arrière, quand on fustigeait Zlatan, qui était soi-disant un handicap pour le collectif. Non, je crois que tout le monde doit reprendre un petit peu ses esprits, se réjouir de tout ça, mais ne pas l'accompagner par cet environnement qui est très déplaisant. Merci à toi Olivier, je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié dans l'intro. Ronny Lopez a marqué un but. J'avais dit que ceux du PSG et j'avais oublié que Monaco avait marqué. Autant pour moi. Merci à toi Olivier. Basto, est-ce que toi il y a quelque chose qui t'a déplu dans ce match? Difficile de passer après Olivier qui a à peu près tout dit. J'étais quasiment en accord total jusqu'à sa dernière phrase sur Ibra, mais on peut pas être en accord total avec Olivier, donc il fallait qu'il rajoute cette petite dernière phrase, sinon c'était pas drôle. J'ai pu revenir un peu plus en détail sur la faiblesse de Monaco. Pour moi, j'ai pas compris d'entrer le choix tactique de Jardim. En fait, depuis qu'il nous a battu 3-1 l'année dernière avec son double latéral Sidibé Touré, il a tendance à le remettre souvent dans les gros matchs, sauf que ça ne marche jamais. Autant on peut peut-être se le permettre quand on met un Alves et les droits ou un Alexandro à la Juve et les gauches, parce que c'est des joueurs qui participent au jeu, qui sont assez offensifs. Autant quand tu mets Sidibé et Touré, c'est très médiocre dans la conduction du jeu. Et puis le comble, c'est que c'est sur ce côté qu'ils ont pris l'eau défensivement. Le deuxième et troisième but viennent de là. Sidibé était totalement perdu, il finit même par se faire les croisés, le pauvre. Ah, c'est les croisés qui s'est fait. Ouais, c'est les croisés qui s'y fait. Ah, du coup, on n'aura pas Pavard titulaire à la Coupe du Monde. Youhou. T'es sûr de ça? Ouais, oui, sûr. Ah putain. Et du coup, oui, je comprends pas ce choix de Jardim. Après, c'est vrai que Monaco c'était du gruyère au milieu, une défense centrale avec Ragui. On a l'impression qu'il avait 100 ans sur le terrain, perdait tous ses duels. Aucune ligne monégasque était alignée ensemble. C'était un peu n'importe quoi côté monégasque. Et je vais rajouter une petite chose. J'ai plus un regret global que sur le match d'hier, c'est voir qu'on a des solutions pour réduire nos problèmes dans les circuits de relance, dans la conduction du jeu, dans le jeu de position, mais qu'on ne les a pas assez utilisés tout simplement. Donc c'est un peu frustrant. Puis-je te surprendre, Jimmy, en te disant que j'ai envie de réagir? Ouais. En fait, je voulais juste dire que Basto, il a dit que Sidibé était pas bon. Ça, je suis d'accord. Mais il a parlé de l'autre. J'ai oublié le nom du latéral droit. Almari Touré. Ouais, je le trouvais pas mauvais, lui. Non, lui, il est pas mauvais, mais si tu le mets... Enfin, si je parle de la doublette ensemble, quoi. Ouais. Mais du coup, je pense que ce sera plutôt Debuchy titulaire à la Coupe du Monde. C'est pas sûr qu'il soit rappelé. Hein. Non, ce sera Pavard. Il revient de loin. Debuchy, il est pas mauvais, Pavard, il est dans le groupe. Je vois pas Deschamps qui est un pragmatique chamboulé. Si Sidibé n'est pas là, il va être obligé Si Sidibé n'est pas là, il va être obligé de trouver quand même une solution. Et là, vraiment, Debuchy, il finit en boulet de canon. C'est un joueur qu'il connaît, il faut le prendre dans le groupe. Hein. On verra. Mais il revient de loin. Bon, vas-y, Rayas. Alors déjà, je voulais juste apporter une petite rectification par rapport au Cup. Le Cup n'était pas en grève par rapport au Paris Saint-Germain. Après coup, effectivement, c'est très malheureux qu'ils aient choisi ce moment-là pour faire leur grève. Après, c'est une grève particulière dans le sens où l'essentiel de leur force aurait été tué parce que, tout simplement, leur tribune basse était suspendue et la grève n'était pas dirigée contre Paris Saint-Germain, elle était vraiment dirigée par rapport à la LFP. Ça leur donne pas raison pour autant, mais je voulais quand même apporter la précision. Et sinon, je voulais rebondir sur ce que disait Basto et quelque part ce que disait Olivier. C'est clair que Neymar et Mbappé sont des forces. Le problème n'est pas l'absence de Neymar et Mbappé, le problème est l'utilisation dans le cœur du jeu de joueurs qui sont capables de faciliter la circulation du jeu, ce qui s'est vraiment vu hier contre Monaco. Donc c'est pas du tout une mise en opposition par rapport à l'utilisation de nos forces connues, reconnues. Quand on parle de Neymar et Mbappé, on parle d'un des 3 meilleurs joueurs du monde et d'un mec qui est potentiellement appelé à rejoindre le podium dans le futur. Mais c'est le fait de ne pas s'appuyer sur des forces au milieu qui ont été montrées au cours de la saison. Et dans les échéances importantes, il y a eu un réflexe de frilosité qui attire beaucoup de regrets. Voilà. Merci à vous, mes amis. On va passer au top et au flop du match, du coup. Comme c'était un très beau match, je vous autorise 4 tops pour ce match. Quelle générosité. Je crois qu'on n'a jamais fait autant dans la saison quand même. Du coup, Olivier, est-ce que tu m'as bien préparé 4 tops?
Moi, j'avais prévu d'en faire 11, mais bon, puisque tu me limites à 4, j'en mets 4 parce que je crois que tous méritaient vraiment une citation. Alors, je vais laisser mes petits camarades donner les meilleurs, mais moi, il y en a que j'ai eu envie de mettre en valeur cette fois-ci, soit parce ils ont été critiqués, et pour ces deux joueurs-là, les critiques ont souvent été assez vives. C'est Berchiche, j'ai été de ceux qui l'ont critiqué au départ, parce qu'on se demandait vraiment d'où il sortait et ce qu'il venait faire avec sa technique rudimentaire et ses trous défensifs dans cette équipe. Et ben petit à petit, il a saisi sa chance et il est devenu maintenant un arrière-gauche tout à fait correct, à la fois dans son implication, dans ses capacités physiques et techniques, puisqu'il a fait un très très beau centre sur un des buts. Moi, je pense que c'est un joueur qui est celui qui a le plus progressé pendant cette saison. Et puis Di Maria, moi j'adore Di Maria et ça me fait toujours de la peine quand on pointe du dos ses défauts qui sont énormes et pour occulter ses qualités qui sont énormes aussi. C'est un joueur qui prend des risques, c'est un joueur qui fait des choix, beaucoup de choix, pas toujours les bons. Mais hier, il a été absolument formidable. Il a marqué 2 buts magnifiques, notamment ce piqué à toute vitesse. Moi, j'ai trouvé ça superbe. Il a bien participé au jeu de l'équipe. Donc, je donnerai un accessite pour Di Maria. Et les deux autres, bah, il y a Alves. Moi, Alves, il m'a bluffé. Je sais pas si vous avez vu, c'était Canal+, on voyait l'entrée des joueurs dans le couloir. Il y a eu un gros Ah plan oui, sur sa tête à ce moment-là, mais tu sentais le type dans une concentration, dans une envie extraordinaire. Rien que cette image-là, bah, ça montre ce que c'est qu'un grand joueur professionnel, quelqu'un qui n'est jamais rassasié, qui a toujours envie d'être au top. Et là, il n'a pas trop été embêté défensivement. Il a fait une prestation offensive d'une très grande qualité, à la fois dans l'animation du jeu, dans les dernières passes, dans les ouvertures absolument magnifiques. Non, moi, j'ai adoré l'Alves d'hier soir. Et puis Lo Celso, j'ai envie de donner un accessite à Lo Celso parce que c'est sûrement un des joueurs qui a pâti le plus de la gestion d'Elmri, que ce soit dans une erreur de positionnement en 6 qui manifestement n'est pas son poste, et ça a été à la catastrophe du match aller à Madrid. Et on a l'impression qu'il a été un des seuls à être sanctionné pour ce match parce qu'il a disparu de l'équipe à ce moment-là, alors qu'il avait fait au moins acte de courage, même s'il s'en est pas suffisamment sorti. Et hier, il a démontré qu'il n'était manifestement pas un 6, mais qu'il avait l'étoffe d'être un bon relayeur. C'est encore un joueur très jeune, et je trouvais qu'il a une très belle activité. Il a marqué 2 beaux buts, et j'étais très heureux pour lui, parce que c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'affection. ça je te rejoins totalement Olivier. Olivier, je me permets parce que je pourrais bientôt plus le faire comme on va changer d'entraîneur, mais tu parlais du Yuri Berchiche et je voulais te demander selon toi pourquoi est-ce que tu penses qu'il a autant progressé? Grâce à qui? Oui, je crois que c'est un choix d'Emery. Alors effectivement, je l'ai critiqué pour ce choix en début de saison. Et manifestement, il y a quelque chose qui se passe entre ce joueur et cet entraîneur. Moi, je crois beaucoup à ça, à la relation amicale, fusionnelle qu'il peut y avoir avec un joueur. Et je trouve que là, il l'a bien aidé, il l'a bien conduit. Et puis il faut dire que notre ami Kurzawa lui a laissé un boulevard. Boulevard, c'était un petit peu plus facile. J'ai l'impression que Yuri Berchiche, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Meunier. C'est que Meunier, c'était un peu un no-name, on savait pas qui c'était. Il arrive, mais comme t'avais que Aurier, et là, comme il y avait que Kurzawa, tu savais qu'ils allaient prendre leur place, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai, on peut penser effectivement que la progression et surtout la découverte de ces deux joueurs s'est faite en cours de championnat. Et ouais. Merci à toi, Olivier. Basto, tes 4 tops pour ce match. Moi, je voulais juste déjà souligner une chose de plus sur Lo Celso, c'est son placement sur les 2 buts où il se trouve quasiment en numéro 9. Donc il y a une énorme lecture du jeu, il sent le jeu. Je vais remettre Alves, hein, je suis obligé de le mettre, même si c'est redondant. Et cette image, effectivement, dans les vestiaires, moi je me suis même demandé s'il n'était pas sous drogue, il avait les yeux rouges révulsés. Et puis dès le début, ouais, il a mis comme disait Olivier, il a peut-être pas été mis en danger défensivement, mais il mettait un impact de folie dès les premiers duels. Et du coup, les mecs ne voulaient même plus venir passer. C'était assez impressionnant. Et avec la balle, il a tout dit. Hein, Alves fait une passe D, fait aussi une magnifique ouverture sur le 5e but pour Pastore. J'ai mis Marquinhos en top parce qu'il était très justement critiqué ces derniers temps. Là, il s'est repris. Bon placement d'ensemble, même s'il y a eu quelques erreurs d'alignement avec Silva, mais c'est un truc plus collectif qu'individuel. Et puis il a fait des interventions salvatrices, notamment son tacle venu très loin pour contrer Falcao. Après, peut-être dans la relance un peu sobre, mais le match ne demandait pas plus là-dessus. T'as demandé 4 tops, c'est ça? Ouais. Je souligne juste pour
auditeurs que tu m'as interdit de mettre Pastore. Non, Donc, c'était pour te charrier. je joue le jeu. Mon troisième top, bah, ce sera Di Maria aussi. Donc Olivier a voulu le mettre en pensant que je ne le mettrais pas, mais je le mets ce soir. Je suis sévère avec lui. Il est souvent dans ma rubrique flop, mais il faut être honnête quand il fait une presta comme celle d'hier. Au-delà de son efficacité habituelle en 2018, il a été propre de bout en bout. Il a joué collectif en cherchant les bons décalages. Et ses choix étaient toujours judicieux et réussis. Et donc un match constant, pour une fois de bout en bout, sans déchets. Bravo Di Maria. Et en quatrième, j'aurais bien mis Draxler, mais Dreyas me l'interdit. Eh ben, Pourtant, j'ai des petites stats pour lui, je rebondirai après là-dessus. Donc je vais mettre Cavani, du coup, qui a fait un match majuscule. Non seulement il marque un but, mais c'est surtout dans l'utilisation du jeu, quoi. Là, il a fait des passes assez extraordinaires. Son décalage pour Alves sur le premier but, sa petite passe retournée pour Di Maria sur le troisième. Il a été d'une utilité incroyable dans le jeu avec ballon, ce qui est rare avec lui. Et il a fait aussi un repli, ça c'est plus une constante chez lui, mais un repli monstre tout au long du match. Voilà. c'est vrai que cette passe de Cavani, putain, magnifique. Tu penses que c'est un gros coup de chatte ou... Mais en début de saison, il le faisait mieux quand il était en confiance. Il en a fait les 6 premiers mois. Après, il était retombé dans ses travers depuis janvier. Mais hier, c'est même pas qu'un coup de chance parce qu'il en fait au moins 3-4. Voilà, mais même 5, j'allais dire. Je crois que j'en compte 5. Deux qui sont décisifs sur des buts, en tout cas. Le décalage pour Alves. Pas seulement sur les buts, il y a aussi les avant-dernières passes, les orientations. Il a été extrêmement précieux dans le jeu, quand même. Très très surprenant hier soir. Ah ouais. Merci à toi, Basto. Dreyas, vas-y. Bah, moi, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Olivier et les oublier récemment parce qu'ils étaient décevants, mais Basto l'a pris, c'était Marquis. Sinon, alors, moi, je vais me faire ma petite révolution par rapport au sujet et à la manière à laquelle tu l'avais annoncé. Enfin, si on parle d'un joueur qui nous avait inquiété, on disait qu'il n'était plus là, qu'il était déjà parti, qu'il avait la tête ailleurs. Et il a eu un petit creux. Il a un petit creux entre la 45 et la 60e. Alors, en première mi-temps, fin de première mi-temps, il y a un espèce de déboulé. Mais on aurait du mal à lui reprocher ou qui lui vaut un carton jaune évident. N'importe quel joueur te le fait, tu es en train de l'insulter, mais Pastore qui te fait ça alors qu'on le taxe de nonchalance, c'était jouissif. Il y a cette passe qu'Olivier mettait en avant, qui est une passe une passe presque décisive à Ronny Lopez. Heureusement que Ronny Lopez la cadre pas. Mais sinon, mis à part ce quart d'heure de flottement où il m'a fait un petit peu peur, où je me suis dit qu'il était plus en rythme. Quel match de Javier Pastore et notamment son implication sur le quatrième but. Tout le monde va reprendre le centre qu'il fait. Il n'y a pas que le centre qu'il fait, il y a tout le but. Il l'amène de A à Z. Il était impliqué défensivement, il faisait les efforts, il était disponible pour ses coéquipiers. Il y a eu beaucoup d'échanges entre lui et Draxler. Enfin, c'était un Pastore de gala et j'ai été très 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 heureux qu'il fasse ce match-là. Sinon, comme Basto l'a dit, c'est Draxler. Draxler, pour moi, ça a été l'homme du match, ni plus ni moins. Il est encore un peu léger défensivement, on peut encore lui faire ce reproche-là, mais c'est de moins en moins vrai. Pour un joueur qui auparavant ne faisait que des récupérations en avançant, il commence à faire des récupérations en allant au contact. Il a de moins en moins peur à aller au contact, ça devient de plus en plus dur de l'appeler crevette. Et faut rappeler ce que Basto dit très souvent, que par son positionnement entre les lignes, il interdit un grand nombre de passes à l'adversaire, ne serait-ce que parce qu'il est là. L'adversaire a beaucoup moins de possibilités de passes, donc son impact défensif, même quand il fait rien, par rapport à ce que tout le monde dit, au contraire, il est parfaitement utile. Et pour l'utilisation du ballon, que d'utilité, il ne cherche pas forcément à être la lumière, on l'a vu 2 fois devant, mais même quand on ne le voit pas devant, ça passe par lui, ça ressort proprement. C'est à chaque fois utile, c'est à chaque fois à propos. Ce joueur devient à mes yeux essentiel, il a un vrai avenir en tant que relayeur et je l'apprécie énormément. Je laisserai Basto rebondir ensuite sur les statistiques. Et puis Cavani qui m'a tellement surpris, mais du coup Cavani a été pris, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Thiago Silva, après le match, j'étais peut-être en train de me dire tiens, ce serait peut-être le seul en flop. En revoyant le match, il a été énorme, à lui tout seul, il a été un Falcao. Il a peut-être été un peu plus déficient de la tête qu'à son habitude, mais son défaut de faire reculer le bloc commence vraiment à appartenir à l'histoire ancienne, à confirmer sur les gros matchs, parce que c'est sur les gros matchs de Ligue des Champions qu'il a peut-être du mal à confirmer cela. Mais en tout cas, on parle de joueurs qui ont progressé, on parle de beaucoup de joueurs qui ont progressé. Il y a un joueur, c'est surprenant parce qu'il avait un niveau énorme, mais il y a un joueur qui a progressé sous Emery, alors que peut-être il a été maltraité sous Emery, il y a tout un débat Emery-Silva. Mais il a progressé, il a enfin compris quelque chose et il devient un des acteurs qui permet de faire remonter le bloc. Donc, comme je ne peux pas prendre Cavani, je vais prendre Silva.
Et Merci à toi. Basto voulait Ouais, rebondir par rapport à vas-y, Draxler Basto. au niveau des statistiques. Pour moi aussi, c'était l'homme du match incontestable hier. Je vais rajouter aussi un petit truc, c'est que c'est peut-être un des rares joueurs qui arrive à trouver du mouvement quand il n'y en a pas. Il arrive à accélérer le jeu même quand il n'y a pas de mouvement. Pastore a besoin de mouvement autour de lui. Draxler arrive à le trouver sans mouvement. Mais quand Draxler initie un mouvement, Pastore accélère son mouvement. Moi, c'était une impression que j'avais depuis le début de saison, c'est qu'on marquait plus avec Draxler, qu'on jouait mieux avec lui quand il était sur le terrain. Donc j'ai regardé match par match les matchs où il était là et les matchs où il n'était pas là pour voir si mon idée était bonne. J'enlève les petits matchs, même si Angers 5-0, 8-0 contre Dijon, ça reste des grosses prestations collectives, mais on va dire que c'est des adversaires trop faibles. On va prendre des adversaires ne serait-ce qu'au moyen. On a mis 6-2 contre Bordeaux avec Draxler, on a mis 7-1 contre le Celtic, 5-0 contre Anderlecht, 3-0 contre l'OM, les 3 matchs contre Monaco, le 2-1 à l'extérieur, le 3-0 en coupe et le 7-1 hier. Voilà, tous ces matchs-là, Draxler est là. Olivier disait que Gio avait peut-être payé à lui seul la défaite à Madrid. J'ai l'impression que Draxler a payé à lui seul la défaite à Munich. Il a disparu du 11 titulaire après ce match-là. On lui a fait passer tous les mots du milieu sur lui-même, sur ce match-là. Alors que pourtant, si on regarde nos autres déconvenus cette saison, le 2-2 à Marseille, la défaite à Lyon, les 2 matchs contre Madrid, plus récemment le nul à Saint-Etienne, Draxler n'est pas là. Donc ça a plutôt conforté ce que je pensais. C'est peut-être une coïncidence. Moi, perso, je ne le pense pas. Je pense qu'on est meilleur avec Draxler sur le terrain. Oui, si je peux ajouter quelque chose sur Draxler, moi je constate, parce qu'on a changé en permanence de milieu de terrain cette saison, et je constate que le milieu qui a été le plus séduisant, c'était quand même le milieu Rabiot, Verratti, Draxler. Et comme l'a dit Basto, comme pour Lo Celso, il a suffi d'un seul match pour balayer ce milieu qui quand même nous avait redonné de l'allure après l'aveuglement de la position de Mota qui a été utilisée jusqu'à l'épuisement en début de saison et le dramatique match nul à Marseille. Là, il y avait une solution nouvelle et elle a été décapitée pour un seul match. Ça, c'est quelque chose qu'on peut encore reprocher à Emery, c'est de ne pas poursuivre dans l'idée et de s'arrêter à un résultat en passant. Et puis il s'arrête pas gentiment, il s'arrête en sortant définitivement le joueur de l'équipe. Et ça, c'est un peu dommage. On n'a jamais trouvé de stabilité au milieu, et alors que ce milieu était très prometteur. Puis-je réagir à ce que vient de dire Olivier? Non. Si, vas-y, allez, ça fait plaisir. Mais c'est oui, Emery a fait ça, et il y a d'autres défauts qui, pour moi, sont Emery, et puis, d'une manière générale, on pourrait appeler ça sa frilosité. Mais est-ce que c'est pas induit par les conditions avec lesquelles les coachs sont engagés à Paris? Est-ce que c'est pas induit par cela? Est-ce que les coachs sont pas, de par déjà la promiscuité entre les joueurs et la direction, de par le fait que tu as un contrat de 2 ans point barre, de par le fait qu'à Paris, le moindre truc qui se passe, ça fait, depuis que Neymar est arrivé, ça fait des news pendant 2 semaines, 2 semaines au Brésil. Est-ce qu'un coach peut vraiment avoir des idées à Paris? J'espère que, par exemple, on parle de Thomas Tuchel, qui est un coach qui a beaucoup d'idées, qui va au bout de ses idées. J'espère qu'un coach peut arriver à Paris sans que ça organise une révolution et que ça devienne intenable. Mais cette frilosité chez Emery, mais sans doute il faudrait faire un autre podcast sur le sujet, est peut-être induite par ce qui se passe à Paris. Il faudrait vraiment regarder ce que Emery a fait ailleurs, si on a retrouvé la même frilosité. Je n'ai pas fait les recherches pour vérifier si c'est induit par Emery ou si c'est induit par l'encadrement de Paris qui, à mon avis, a un rôle énorme sur la mainmise entre le coach et son collectif et sur le fait que le coach puisse imposer ses idées vis-à-vis du collectif. Jimmy, je peux dire un petit truc? Est-ce que tu veux vraiment répondre, Olivier? Parce Non, que j'allais dire que de toute répondre, façon, on fera bien sûr un podcast sur les conclusions de Emery et son travail au PSG. C'était pas tout à fait la même chose. Moi, je suis d'accord avec Draya sur la difficulté pour un coach d'appliquer exactement ses idées. Mais je crois que vraiment, cette année, on a eu l'impression qu'Emery, alors peut-être imposé ou pas, voulait jouer en 4-3-3 avec une sentinelle. Il s'est obstiné avec Mota. Draxler finalement est rentré parce que Mota était blessé. Il s'est obstiné à recruter une nouvelle sentinelle avec Diarra, puis finalement il ne l'a pas utilisé. Il s'est obstiné à mettre Lo Celso en sentinelle. Bon, il y a cette idée quand même technique, tactique, que là on peut peut-être pas imputer totalement à ses dirigeants. Je crois qu'il a vraiment voulu jouer dans cette formule-là, et c'est un petit peu dommage qu'il se soit obstiné quand on voyait quelle variété pouvait apporter cette nouvelle chose.
Juste une question. Alors, juste une question dans ce cas-là que je te poserais, c'est la question qu'à mon avis, par rapport à ce que tu viens de dire, qui convient de se poser, c'est pourquoi est-ce que cette année il s'est obstiné dans le 4-3-3? Je sais. Tu vois, par exemple, pour entamer le début de cette question, il y a quand même, il faut prendre en compte l'année dernière avec la volonté d'installer coûte que coûte qu'un 4-2-3-1 où il fait face à une fronde du vestiaire, il fait face à la direction qui lui dit t'as pas le droit, il continue et le joueur sur lequel il compte pour le faire, qui est Javier Pastore, qui rentre dans une période de blessure qui n'en finit pas, enfin qui poursuit une période de blessure qui n'en finit pas, et qui fait que matériellement il ne peut plus imposer le 4-2-3-1. Il arrive à instaurer une paix, il arrive à instaurer un équilibre vis-à-vis de la direction, vis-à-vis du vestiaire. Est-ce que vraiment, dans ces conditions, compte tenu du microcosme parisien, est-ce que c'est si simple de se dire ok, j'abandonne le 4-3-3, je reviens à mon idée initiale? Je suis pas sûr que ce soit simple. Je dis pas que Emery n'aurait pas dû le faire. Je dis pas qu'Emery n'est responsable de rien. Je dis juste que il faut vraiment regarder l'aune des choix d'Emery dans le cadre de l'encadrement. Est-ce que ça veut dire que Emery n'aurait pas dû mieux faire? Non, il aurait sans doute dû mieux faire, mais c'est pas évident, quoi. Ok, je pense qu'on va arrêter là. Moi, je rajoute une chose, c'est je pense qu'avec Neymar, on ne peut pas jouer autrement qu'en 4-3-3. Ah, je suis pas d'accord. Avec Neymar qui vient redescendre comme ça, prendre la place du 10, si tu as un 4-2-3-1, le fait qu'il fasse passer l'effort comme Mbappé, ça déséquilibre encore plus quand tu n'as pas 3 milieux. Déjà qu'on a des trous avec les 3. Dans ce cas-là, tu peux tout simplement le placer en 10. Et les choses sont différentes. Non, Neymar veut partir de l'aile gauche, il ne veut pas jouer 10. Dans ce cas-là, il reste sur l'aile gauche. Et dans ce cas-là, il faut un coach avec une poigne. Mais je pense pas qu'on puisse arriver à la conclusion que Neymar. Pour mettre en condition Neymar le mieux possible, c'est Neymar avec les gauches dans un 4. Mes amis, il a toujours joué comme ça. On va avancer. On va passer au flop du match. Je pense que ça va aller vite. Je vous donne un flop chacun, hein, vu la tournure du match. Bastos, c'est quoi ton flop sur ce match PSG Monaco? J'aurais pu mettre le look de Kimpembe. Ah. Ce ne sera pas ça. Tu me l'as interdit dans les tops, donc je vais mettre Pastore en flop. Mais non. Ça va être une petite ristourne. Attends, seulement 3 passes décisives, dont une d'un vulgaire extérieur du pied droit pour déposer la balle sur Joe. Un contrôle orienté tellement facile pour réceptionner le ballon d'Alves et décaler Di Maria. Et en plus, il a osé arrêter de faire le repli défensif entre la 55e et la 58e. Je trouve ça honteux. Quel comportement minable. Et finalement, le seul moment où il a brillé, c'est quand il a failli offrir une passe décisive à Ronny Lopez. Voilà, c'était pour passer mon Pastore qui, évidemment, a fait un match énorme. Et Dreyas l'a dit, c'était un bonheur de le voir autant concentré. Que tu es fourbe, Basto. C'était plus qu'un bonheur, c'était une joie. Je respecte ton conducteur. C'est vrai, bravo, Dreyas. Toi aussi, respecte le conducteur. Alors, non, moi je l'ai déjà pas respecté. Mais à la base, j'allais dire Monaco, mais Basto vient de me donner une idée. C'est vrai que l'allure de Kimpembe, c'était extraordinaire. Enfin, je veux dire, le premier moment où il y a eu le plan, la réflexion que j'ai eue, c'était ah, mais en fait, Neymar est venu. C'est plein de naïveté, quoi. Tu sais, quand je vois un mec, tout à coup, il paraissait plus blanc que ce qu'il est en réalité. Il avait ses cheveux, son espèce de truc, ses lunettes et tout. Et enfin, ça fait partie des joueurs qui, je pense, sont conseillés par Dani Alves, sauf que Dani Alves y arrive avec classe et les joueurs essaient de l'imiter. Alors, il n'était pas tombé dans l'excès Kurzawa. Il n'était pas les chaussettes, les claquettes chaussettes. Il n'était pas tombé dans l'excès Kurzawa. Il avait presque la classe, mais il n'avait pas tout à fait la classe. Donc, Kim, t'es un joueur que j'adore, t'es un joueur que je respecte. Mais vas-y, mollo sur les tenues. Oh, moi, franchement, pour clôturer cette page mode du podcast Le Club Paname, je trouve que ça va, quoi. Il fait ce qu'il veut avec son style, c'est swag, c'est Jones, tu vois. C'est du troll. Nous, on est vieux, on connaît pas, mais Kimpembe, lourd ton swag, mon rey. Olivier, Oui, Olivier, ton flop. J'ai pas trop envie de parler chiffon avec vous, donc j'ai pas de flop pour cette soirée. C'est vrai, ok. Monaco, quand même. Olivier, je comptais sur toi pour mettre Monaco en flop. On l'a déjà dit dans ce qu'on n'avait pas aimé dans le match. Je crois qu'on va pas tirer sur l'ambulance. Et moi, j'ai beaucoup aimé, un peu attristé par la déclaration de Jardim qui a dit après le match que c'était la défaite la plus lourde de toute sa carrière. Donc ça veut dire à quel point quand même il avait de l'espoir et combien cette déroute l'a marqué profondément. Merci à vous, mes amis. J'ai envie de faire une petite digression avant d'attaquer le gros plan. J'ai vu que, par exemple, Daniel Riolo en a parlé. Neymar absent, est-ce que pour vous c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? Il y avait son père qui était présent au Parc des Princes qui sirotait un verre de champagne avec un ami à lui. Est-ce que pour vous Neymar aurait dû faire le déplacement? Je sais qu'il regardait le match en jouant au poker. Qu'est-ce que vous en pensez, Dreyas, toi qui aimes le poker?
Écoute, moi je pensais déjà que Neymar a eu tort de ne pas se pointer pour le match retour contre Madrid. Je vais pas lui donner raison de ne pas s'être pointé ce soir-là. Il y a un moment où tu fais partie d'une équipe, il faut aussi savoir montrer que tu fais partie de l'équipe. Et si tu tiens à ce point à pas montrer que tu fais partie de l'équipe, c'est que tu veux montrer autre chose. J'ai lu récemment aujourd'hui, je me souviens plus de qui, que l'image de Neymar serait meilleure l'année prochaine. Il faut le souhaiter parce que pour l'instant, il n'a pas soigné son image, au moins auprès des supporters. Et le fait de montrer que son individualité est toujours un peu plus importante que le collectif, ne jamais faire de concessions sur le collectif, quand j'en parlais hier, quelqu'un me rappelait à juste titre que quand sa sœur avait le moindre petit pépin, ça n'empêchait pas de louper un match du PSG. Le fait de prendre un avion pour juste être là et sa soirée poker, et je comprends que c'est une soirée importante, c'est les dimanches soirs, c'est le jour des tournois, donc il voulait jouer son Sunday Million sur une marque qu'on ne va pas nommer, parce qu'a priori on n'a pas le droit, parce que bon, on est sérieux, et etc., etc. Mais ouais, non, c'est petite sa part. Petite sa part. Merci à toi, Andreas. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, bon, on peut pas penser que ce que fait Neymar est innocent. C'est quelqu'un qui construit son image, c'est quelqu'un qui base beaucoup son extra football par cette image, et donc les images ont un sens. Et cette image, elle était quand même très très forte, puisque non seulement il n'était pas à Paris, non seulement il jouait à des jeux vidéo pendant que le match, mais en plus il mettait en arrière-plan de cet écran qui occupait toute la photo, il mettait en arrière-plan le match qu'il regardait d'un air distrait. Je crois que j'ai mesuré à ce moment-là tout ce que ça impliquait d'engager un joueur comme Neymar. Tu peux pas engager un joueur comme Neymar sans mettre de ton côté tout ce qu'il faut pour prendre la mesure de ce personnage. C'est pas simplement un joueur que tu prends, c'est quelqu'un qui a cette aura extra-football, qui a cet entourage, qui accapare la totalité des choses. Et le PSG, finalement, n'est pas en position de gérer un joueur comme Neymar à tout niveau, au niveau sportif comme au niveau extra-sportif. Et Neymar est en train de le lui dire par ses attitudes et par le fait qu'il a déserté totalement la capitale depuis son intervention. Il pourrait très très bien se faire soigner ici, il pourrait très très bien être près de ses coéquipiers, il pourrait très très bien les accompagner pour quand même le match du titre et qu'il fasse... moi je l'ai ressenti comme un bras d'honneur quand même au club en disant ben voilà, moi j'en ai rien à fiche, je fais ce qui me fait plaisir. Et puis vous voyez, ils étaient à l'arrière-plan derrière moi dans mes préoccupations. Non, moi c'est une image qui m'a fait mal parce que c'est un joueur dont on avait tous salué l'arrivée, qui était extraordinaire, on avait tous salué le côté enfantin, etc. Et on s'aperçoit que c'est un tout autre personnage. Donc ça sonne comme un avertissement pour le club. Ou vous êtes capable de me donner les moyens d'obtenir ce que je veux et donc de vous valoriser aussi par la même occasion, ou vous êtes capable de me maîtriser, ou alors je vais vous écraser. Voilà, moi, il n'y a que moi qui compte pour le moment parce que vous êtes incapable de me proposer quelque chose. Et ça, c'est vraiment une image très forte et qui tombait très très mal, là aussi. Moi, je l'ai ressenti un peu comme le silence du parc, qui tombait très très mal dans cette soirée où on pouvait oublier tout ce qui s'est passé pour faire l'union sacrée. Bon Dieu, c'est la soirée d'un titre, hein, on n'en a pas eu tant dans notre existence. On doit tous être derrière ça. Non, non, il a pas été classe hein, sur ce coup-là. Basto, t'es d'accord avec Olivier? Je suis d'accord avec Olivier et Darius. Déjà, il aurait dû être au parc. Après, est-ce que son image n'est pas un troll? Le fait de mettre son truc de poker, ça, je sais pas. Après, il y a un problème de relation du club qui lui a tout donné quand ils sont allés le voir avec Enrique. Bien avant l'envie. Au Brésil notamment. Tu parlais tout à l'heure de l'affaire de sa sœur qui était malade, mais apparemment, la vraie truc, c'est que sa sœur n'était absolument pas malade, mais que le club lui a autorisé parce qu'il n'avait pas envie de jouer Strasbourg et qu'il avait envie de 2-3 jours de repos. Le soir même, il était en boîte avec sa sœur qui, soi-disant, était mourante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et après, tu parlais de son image auprès des supporters un peu écornée. Il faut savoir que c'est la première fois, au Brésil même, que Neymar commence à avoir une image un peu mauvaise où ils disent qu'à Paris, il n'a pas l'attitude qu'il devrait avoir. Donc même l'image au Brésil commence à être écornée de Neymar. Ça c'est vrai, je confirme. C'est tout ce que j'avais rajouté. Puis-je rebondir sur un petit Mais rebondis, Drayas. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est le joueur de poker qui est Neymar, et a priori, après je ne connais pas trop les horaires de ces tournois par rapport au Brésil, mais a priori on n'était que 2 heures dans les tournois, il ne restait plus que 2 tables à Neymar.
Et avoir que 2 tables un dimanche soir à 7h20 aussi pour rentrer. Les joueurs de comprendront, ça ne veut dire qu'une chose, c'est que Neymar est un bon fiche, il a beau jouer les 300 euros. C'est vrai, Neymar est un fiche. Mais ma petite question, je vais la poser à Olivier parce que Olivier, tu as été ardent. Peut-être que Neymar avait pas envie de faire le déplacement ou peut-être que même on n'avait pas envie de le déplacer et de le laisser récupérer dans l'éventualité où Monaco gagne le match et que Neymar serait tout simplement venu pour rien et qu'on prépare un grand remise de trophée le dernier jour du championnat et que Neymar sera là. Olivier, tu penses pas à ça? Non, non, je pense pas à ça. Quel que soit ce qu'on peut penser du destin de ce match, bah, il faut que les joueurs importants soient autour de l'équipe. Hein. Il doit être là, même si c'est une défaite. Bon, ce qui était quand même très difficile à envisager, mais il doit être là. Il doit être avec ses coéquipiers. Ce titre, il en a une partie. Il l'a vécu comment ce titre? En faisant de mènes de poker et en regardant d'un œil distrait le truc. Alors bon, il aurait pu faire ça, mais il le montre. Il montre le mépris qu'il a pour le club, pour ses supporters, pour ses coéquipiers. Non, non, vraiment, vraiment, c'est quelque chose que je peux pas admettre. Je peux rajouter un petit truc. Peut-être qu'il est juste débile, hein. Ouais, vas-y, Basto. C'est pas nouveau, il y a 3 ans, quand on a été champion de France sur la pelouse de Montpellier, Ibra était dans une partie de chasse en Suède. Est-ce que à mon tour je peux rajouter une chose? Vas-y, Dreyas. J'aimerais finir quand même sur une note d'optimisme et je veux croire en fait que Neymar est, je pense, j'en suis même convaincu que Neymar est quelqu'un de très intelligent, comme le dit Basto et comme l'a rappelé Basto à juste titre, son image commence à être légèrement écornée au Brésil, il n'est plus autant le prince charmant que ce qu'il a pu l'être. Je pense qu'il sera capable de grandir de ça. Le procès sur le joueur de poker, c'est, enfin voilà, des joueurs de foot qui n'aiment pas regarder le foot, ça n'est pas une grande nouveauté. Le procès porte pas forcément, à mes yeux, sur le fait qu'il joue au poker, le procès porte plus sur son absence. Et il a montré un certain individualisme, ça a été pointé, c'est relevé par les journaux brésiliens, ça revient à son oreille, et il y a tout à espérer que Neymar ait une attitude un tout petit peu plus différente, et il suffit vraiment, la différence, c'est une feuille de papier à cigarette l'année prochaine, et qui nous apporte beaucoup plus de satisfaction. J'ai bon espoir que l'image de Neymar au PSG change diamétralement la saison prochaine. Merci à vous, mes amis. On passe au gros plan de cette soirée, de ce podcast. Et la question de ce soir que j'ai envie de vous poser, mes amis, c'est: doit-on banaliser les titres nationaux? Je m'explique. Le Bayern Munich va enchaîner son 6e titre consécutif, la Juventus son 7e, même contre Napoli qui avait tout misé, mais vraiment tout misé, balancer la Ligue des Champions, les coupes, qui avait vraiment tout misé pour ce championnat quand elle est avec son effectif qui était à son top, et c'est peut-être le dernier de la génération. Et du coup, dans ces deux championnats, pardon, il n'y a pas tout le tapage médiatique du oui, mais le championnat c'est facile, on attend autre chose, blablabla. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se fait qu'il n'y a qu'en France que on se pose ce débat? Et est-ce que vous pensez qu'on doit banaliser les titres nationaux du fait d'un écart entre le PSG et ses concurrents? Olivier, qu'est-ce que tu en penses? C'était à Draya, je crois que tu avais prévu de donner la parole. Alors, si jamais tu lui donnes pas la parole, ça va être terrible. Hein. Darius, est-ce que tu veux commencer? Parce que je t'ai fait commencer sur Neymar absent. Ouais, bah, oui. Vas-y, Darius. Mais déjà rectifier un truc, je suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où tu dis que c'est un problème franco-français. Oui, en Italie, il y a peut-être plus de prépondérance du championnat italien qu'en France, mais pas tant que ça. S'il y a qu'un seul pays où la différence elle est claire, c'est l'Angleterre. Et je vais y revenir dessus. Pour moi, en fait, il y a deux aspects qui se jouent dans cette question. C'est la communication du club et l'évolution du football. La communication du club, c'est simple. Hein. En première partie de saison, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, Nasser qui essaye de se rattraper à une branche de bananier quand après la victoire du championnat, il est en train de dire que le championnat est le plus important. C'est vraiment parce qu'on est sorti de la Ligue des Champions. Parce que tout le reste de la communication du club, c'était le championnat, c'est important, hein, il faut valider les objectifs nationaux, mais le vrai objectif, c'est la Ligue des Champions. Et donc il y a une surmédiatisation de cette Ligue des Champions qui, inévitablement pour les spectateurs, va induire que le championnat n'est pas si important. Mais après, il y a l'évolution du football, et on a eu un papier récemment sur le Club Paname qui opposait deux visions, la vision de Basto et d'Olivier sur le principe de la Ligue européenne.
Les spectateurs dans leur ensemble attendent des chocs, toujours plus de chocs, encore plus de chocs, au point de reléguer vraiment au second plan les affaires courantes. La notion de territorialité, qui est une notion chère au football depuis qu'il est devenu un sport populaire, c'est depuis 1920, le fait d'être né dans telle ville voulait dire supporter telle ville. Si jamais tu avais déménagé, bah, ton père qui était amoureux de cette ville te transmettait cette passion, ou tu te construisais en opposition, et ben ça laisse peu à peu sa place à un mécanisme d'individualisation du processus d'identification, je vais y arriver, qui m'apparaît aujourd'hui irréversible. Être né quelque part, footballistiquement, encore une fois, c'est comme je disais au début, ça a un sens en Angleterre, mais à des degrés divers dans les différents pays, c'est quelque chose qui s'étiole. Ça C'est reste vrai en pareil. Italie aussi. Hein. En Italie, ça reste vrai aussi. Ouais, mais moins qu'en Angleterre. C'est pas comme en Angleterre. Tu peux pas comparer ça en Angleterre. En Angleterre, t'as des mecs qui sont supporters d'une équipe de Ligue 2 et quoi qu'il advienne, ils sont supporters d'une équipe de Ligue 2. Le fait d'être né quelque part. Et en Italie, c'est moins vrai qu'il y a 50 ans. C'est Il moins y a vrai, mais en une Italie, évolution. tu vas dans une ville, tu vois un jour de match, tu as toute la ville qui est aux couleurs du club, du gosse jusqu'au petit vieux. Peut-être, mais tu vas avoir ces couleurs-là beaucoup plus dans les matchs de choc. Je suis désolé que tu le veuilles ou non, quand tu as des matchs en Italie, que tu as le 18e qui rencontre le deuxième de la Ah, Ligue, laisse-moi finir, tu as le 18e qui rencontre le deuxième de la Ligue, le deuxième de la Ligue, tout à coup, il y a moins de personnes dans la ville qui sont habillées dans les couleurs j'ai- du match que quand le deuxième moi, rencontre le troisième. Maintenant, j'aimerais finir si je peux. c'est juste pour dire, moi, mon expérience, j'ai vu un Fiorentina-Genoa, donc c'était pas une grosse affiche, et tout Florence était aux couleurs de la Fio. Oui, mais c'est moins que quand c'est un gros club. Et ça a changé avec le temps. Et ce qui est important de regarder, c'est l'évolution. Toi, tu essaies de me faire une image arrêtée et tu es en train de me dire, ouais, mais regarde, l'image arrêtée, elle est comme ça. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a une évolution et qu'il y a de moins en moins cette identification au club d'où tu viens. C'est tout. Oui, C'est, je et suis c'est, d'accord, et mais c'est c'est juste un juste constat. que Bah, en ok, Italie, d'accord. si je Bah, rapproche plus laisse-moi de terminer l'Angleterre peut-être. là-dessus. Bon, ok. Bah, c'est pas grave, j'ai fini à toi, Thio. Ouais, vas-y, finis. Non, non, c'est. Ah, je rebondis sur ce que tu dis. Ouais, mais laisse-moi finir. C'est bon, enchaîne, Jimmy, c'est bon. Euh, Je suis saoulé là. Je suis d'accord. Enfin, Basto, même, je crois que même quand j'étais à Florence, même quand il n'y a pas match, toute la ville est aux couleurs de la FIO. C'est assez incroyable. C'est la première fois que je voyais ça autant. Merci à toi, Drayas. Basto, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on doit banaliser les titres nationaux? Est-ce que c'est devenu une formalité? Bah, déjà, j'invite les gens à lire l'article de Guillaume, alias Petit Thibou, sur le site du Club Paname, où il parle d'erreurs de communication du club qui force trop sur la Ligue des Champions. Et lui, il a une théorie, c'est que du coup, ça amène peut-être une pression négative sur les joueurs du coup, lors des grosses affiches. J'en suis pas sûr, mais c'est une théorie qui se tient. Je pense que si ça joue mentalement. C'est possible, ouais. Pour ma part, moi, je pense qu'il faut pas les banaliser. Parce qu'il y a quand même quelques circonstances extraordinaires. Si tout se passe bien, on va exploser tous les records. Par exemple, cette année, dans une Ligue 1 qui, quoi qu'on en dise, pour moi, progresse et avance assez vite. On a Monaco, Lyon, Marseille qui atteignent la fameuse barre des 2 points par match. Donc il y a 3 locomotives fortes derrière le PSG. Ensuite, gagner des coupes nationales de suite, autant de suite, Excuse-moi, j'ai juste ça envie de reste un t'interrompre pour exploit. plein slip. Je sais pas ce que tu disais, mais j'ai envie de t'interrompre juste pour voir. Vas-y, C'est continue. ridicule. Oui, je suis Gagner ridicule. autant de coupes nationales de suite, ça reste un exploit. Sur un match, on peut toujours avoir un jour sans, donc arriver à les enchaîner autant, ça reste difficile, quelle que soit la force de l'adversaire ou la faiblesse de l'adversaire. Parce qu'un match à élimination directe, ça reste un match complet. Donc ça, c'est à souligner. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière ces titres nationaux, il faut les analyser, il faut toujours les remettre contextuellement. Il faut voir nos matchs ratés contre les gros en Ligue 1, souvent sous QSI pour Paris. Il faut regarder les problèmes persistants. Est-ce qu'on a des défauts récurrents depuis 6 ans? La réponse est oui. Des problèmes dans la tenue du bloc, des problèmes dans la conduction du jeu, dans le jeu de position, avec pas mal de fois où des joueurs sont soit statiques, soit qui font les mauvais choix dans les déplacements. Et donc du coup, il ne faut pas s'étonner quand on rencontre ces problèmes en Ligue des Champions, puisque ces problèmes existent déjà quand on joue en championnats nationaux. Donc il ne faut pas se focaliser sur les titres, il faut regarder nos problèmes dans ces matchs-là. Alors, je vais me permettre de répondre par rapport à Vasso qui dit à peu près des âneries. Il y a un truc en fait par rapport à ce que tu étais en train de dire, c'est est-ce que la Juve qui gagne 7 fois le championnat, est-ce que Munich qui gagne je sais pas combien de fois le championnat, est-ce que Paris qui gagne je sais pas combien de fois le championnat, la notion d'hégémonie sur les championnats, les gens qui sont en train de dire oui, ça n'a aucun intérêt, Paris gagne tout le temps, etc., etc. C'est juste, en fait, c'est juste des spectateurs qui veulent la Ligue européenne, parce qu'au fond, si on regarde l'hégémonie sur le championnat et qu'on prend juste le championnat de France, enfin, de mémoire, je peux citer Lyon, je peux citer Saint-Etienne, je peux citer Reims, je peux citer Nantes.
Le fait de gagner plusieurs championnats d'affilée, c'est une constante. Et les championnats de football, quel que soit le pays, sauf peut-être en Angleterre, où encore une fois, c'est vraiment un cas particulier, le championnat d'Angleterre est à regarder sous un autre angle, ont été construits sur des hégémonies. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le championnat d'Angleterre est très. Il y a du coup comment dire, cette difficulté dans tous les matchs. Et pourtant, les équipes en Angleterre font pas beaucoup mieux en Ligue des Champions ils font même moins bien que le championnat allemand ou espagnol. Olivier, quel est ton avis sur la question? Je crois que banaliser, c'est vraiment un terme qu'il faut éviter. On peut jamais banaliser un titre, d'autant que les autres épreuves sont des épreuves de coupe, c'est-à-dire sur un ou deux matchs. Là, le titre, c'est ce qui concrétise la domination sur une saison. C'est quelque chose qui peut-être met plus en évidence la régularité, la force du club, la largeur du banc. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis un très vieux supporter, et avant l'arrivée de QSI, on avait gagné 2 titres, je crois, donc ça montre bien la grande difficulté. Alors, le terme banalisé, non, mais le terme relativisé qu'avait employé Basto, oui. Et il y a des choses qui sont en défaveur du PSG pour pouvoir valoriser nos titres. Bah, c'est quand même la faiblesse de l'opposition. On passe 7-1 contre le deuxième. On est champion la 33e journée. On a 17 points d'avance à la 33e journée sur le second. Mais bien pire, on a 40 points d'avance sur le cinquième. Tout ça montre qu'en face de nous, il n'y a quand même pas grand-chose. Et puis à force d'enchaîner des écarts comme ça et des records, ben, on finit par dévaloriser un petit peu les résultats. Et puis il y a des choses qui sont de notre faute que vous avez déjà évoquées. Je crois qu'une des fautes, un des péchés originels du club depuis QSI, c'est de faire de la Ligue des Champions le seul objectif. Il n'y a que ça qui compte. Et puis brutalement, et là Nasser il a encore été nul sur ce coup-là, brutalement, dès qu'on se fait sortir en Ligue des Champions, ah bah ça y est, la saison, bah non, la saison c'était moins la Ligue des Champions que c'est vraiment les titres, ça c'est ça, on est très très content d'avoir des titres, mais on n'oublie pas de remettre encore le couvert en disant mais l'année prochaine, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est la Ligue des Champions. Je crois qu'il faut arrêter avec ce discours qui est complètement à côté de la plaque. La Ligue des Champions c'est important, on en parle le moins possible et on essaye d'être un petit peu humble par rapport à ça et on progresse. Et puis, Drayas l'a évoqué, je crois qu'il y a un problème de culture footballistique en France. Nous ne sommes pas naturellement des supporters de football et le titre n'a pas chez nous culturellement la même importance qu'il a chez nos voisins. Je suis d'accord avec Drayas, dans les pays anglo-saxons, c'est le titre qui compte. Et d'ailleurs, on voit qu'en Angleterre, c'est le titre. Finalement, la Ligue des Champions, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, on voit qu'en Angleterre, même l'équipe nationale pâtit de cette lutte acharnée pour le titre. Les Anglais sont très attachés à ça. Les Écossais n'en parlons même pas. Quand le Glasgow Rangers sont descendus pour des problèmes administratifs, il y avait plus de monde en 3e division pour les soutenir qu'il n'y en avait en première, parce qu'il fallait absolument que le club remonte. Qui se souvient encore que Lyon a gagné 7 titres consécutifs en Ligue 1? Qu'est-ce que ça lui a apporté en notoriété? Lyon reste toujours quelque chose de négligeable dans le championnat français. On voit que c'est important pour les Allemands, on voit que c'est important pour les Italiens, on voit que c'est important pour les Espagnols. Pour nous, c'est la Ligue des Champions a tout bouffé. Et puis nos places fortes, nos places populaires, celles pour qui ça va être de l'importance, les Saint-Étienne, les Lens, les Sedan, les Valenciennes, malheureusement, tout cela ont été bouffés par le foot, ce fric et le foot spectacle, et ces grandes audiences qui étaient des vraies audiences d'amoureux du football ont disparu. À Lyon, on y va en spectateur, à Paris, on y va dans des loges où on tourne le dos pour bouffer des petits fours, on est obligé de payer des supporters pour faire la claque. Donc on n'a pas du tout cette culture-là qui est l'attachement à son club, l'attachement à son championnat national, et tout ça fait qu'on relativise trop ces titres qui restent quelque chose d'important et des marqueurs, voilà, des marqueurs de la force et de la progression du club. C'est paradoxal ce que tu dis, Olivier, quand même. Je suis toujours paradoxal, tu le sais bien. Mais tu vois, par exemple, quand Nantes était champion de France, combien de points d'avance il avait sur le deuxième? Quand Lyon était champion de France, il y a certaines saisons où il n'avait pas beaucoup de points d'avance, mais il y a certaines saisons où le championnat était plié à la mi-saison. Quand Reims était champion de France, n'en parlons pas. Quand Saint-Étienne était champion de France, n'en parlons pas. Le fait d'avoir de l'avance n'est pas préjudiciable et ne fait pas du tout. Enfin, le fait que Paris gagne avec autant d'avance
n'est absolument pas, je pense, impactant sur tout ça. Et je pense qu'au contraire, il y a une demande, peut-être plus en France qu'ailleurs, mais je crois qu'il y a vraiment qu'un seul pays où... Enfin, j'avais oublié l'Écosse, effectivement, parce qu'en Écosse, effectivement, c'est très très vrai. Mais il n'y a qu'un seul pays où clairement, tu vois, tu rappelais tout à l'heure, enfin, il y a qu'en Angleterre que des clubs n'hésitent pas à sacrifier la Ligue des Champions pour gagner des points et pour finir à une meilleure place en championnat. On avance, je parle par exemple de Tottenham l'année dernière, on avance l'argument économique parce qu'effectivement, finir à deuxième place du championnat anglais, ça rapporte tellement d'argent que ça en rapporte plus en Ligue des Champions. Mais ça, c'est nouveau. Et pourtant, des clubs qui ont sacrifié la Ligue des Champions, il y a bien eu que Arsenal qui avait ce rapport frénétique avec la Ligue des Champions, avec sa rivalité avec Barcelone au milieu des années 2000. Mais gagner le championnat, on allait gagner la Ligue des Champions quand on avait gagné le championnat, quand on avait la main mise sur le championnat. C'est quelque chose de typiquement anglo-saxon. Et enfin, dans les autres pays, non. L'hégémonie de la Juve, l'hégémonie du Bayern, c'est quelque chose qui a tout le temps été le cas. Et les points d'avance, enfin, Paris n'a pas inventé le fait d'avoir des points d'avance. Tu sais, moi je crois ce qui manque surtout à Paris, c'est d'avoir une opposition. Voilà. Et moi je rêve que Marseille trouve enfin les moyens financiers de redevenir un vrai adversaire potentiel du PSG, qu'on retrouve une vraie animosité, qu'on retrouve une vraie compétition. Voilà, il nous manque un peu ça. Ça gêne personne en Allemagne que le Bayern écrase tout. Mais l'avantage qu'a le Bayern par rapport à nous, c'est que parallèlement, il est dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Nous, on en est uniquement à la phase d'hégémonie du championnat et on n'est pas capable de traduire ça en Ligue des Champions. Peut-être ça va changer si on arrive à être mieux, mais je crois que pour l'intérêt du championnat, il y a besoin d'avoir un vrai duel identifié auquel les gens vont adhérer et vont se positionner. Ça redonnerait beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de valeur au titre qu'on remporterait. Juste un truc, Olivier, comme tu parles de ça, je suis pas totalement d'accord dans le sens où je suis pas sûr que le Bayern, il y a un moins grand écart que le PSG avec ses rivaux. Lyon, quand il gagnait tout en France, la Ligue 1 n'était pas meilleure et pourtant Lyon a déjà éliminé le Real ou des équipes comme ça. Moi je pense que c'est juste, on se rend pas compte aujourd'hui, surtout avec Cristiano Ronaldo et Messi, on se rend pas compte à quel point c'est difficile de gagner la Ligue des Champions. On est tombé contre le Real et les supporters ils font la fine bouche parce qu'on a été éliminé en huitième, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire contre une équipe qui a les meilleurs joueurs du monde à tous les postes ? Et on peut penser à Diego Simeone qui a peut-être mis en place l'un des jeux les plus innovants des dernières années. Et même lui, qui est arrivé en finale, on se rendait bien compte contre le Real que c'était impossible de gagner la Ligue des Champions. Tant l'écart entre ces joueurs et si on regarde le PSG et le Real poste par poste, ça se joue à 20 secondes et au tir au but. Il y a les matchs. Ouais, mais ça après t'as les prolongations, ils se prennent 4-1. Ouais, Non mais Jimmy, moi j'avais... Avec lesquels tu rentres dans les matchs, l'attitude avec laquelle tu rentres dans les matchs, quand on joue le Real, le fait qu'on perde le Real, c'est pas forcément ce qui est le plus choquant. Oui, c'est la manière. Était une faute, mais voilà, tu prends le retour. Si on prend Barcelone, c'est pareil. Si on prend City l'année d'avant, c'est pareil. C'est la problématique qu'on est en train de soulever par rapport à ça, par rapport à l'Europe, c'est pas le fait que merde, putain, pas de bol, on tombe pas sur les bons. Et d'ailleurs, City, on tombait plutôt sur les bons, mais peu importe. C'est vrai. C'est l'attitude qu'on a, c'est l'attitude sur le terrain. Et celle-là, elle est. Oui, mais ça, c'est pas par rapport à la Ligue 1. Lyon, quand ils éliminent Real, ils ont pas ça. L'OM a pas ça en Ligue Europa. Donc je suis pas sûr que le problème, il vient de nous, je pense, et pas de la Ligue 1. Oui, surtout cette année, tu cites le Real, mais on a bien vu que la différence n'est pas si grande que ça quand tu vois que la Juve, pourtant balayée 3-0 chez lui, va bousculer le Real 3-0 au Real. Donc je crois que le Real, c'était peut-être la bonne année pour le prendre. Hein. L'équipe, elle est plus si forte qu'elle a été les 3 années précédentes. Tu vois la BBC, Bale, il a disparu de la circulation. Benzema, il est quand même en régression. Il n'y a plus que Cristiano qui reste le grand Cristiano. Bon, Modric et Kroos, ils n'étaient pas là au retour au parc. Et puis ils sont quand même un petit peu moins bien. Donc le Real est quand même moins fort que ce qu'il était. Mais c'est notre difficulté effectivement à ne pas, pendant notre domination française, y associer un parcours européen qui tienne la route,
qui fait que on est un petit peu forcé de faire la fine bouche sur ces titres parce que cette supériorité-là, on n'arrive vraiment pas, et par un problème d'attitude. Moi, je suis d'accord avec Drayas. Moi, si j'en veux beaucoup à l'équipe, c'est pour le spectacle, l'investissement qu'ils nous ont montré au retour à Paris. Ça, c'était inadmissible. Surtout qu'on avait fait quasiment jeu égal à l'aller. Donc, on devait avoir un autre comportement. Quand je vois la Juve, comment ils sont rentrés dans ce match, comment ils ont bousculé le Real, il y avait la place, les gars. Il y avait la place pour faire quelque chose. Hein. Bah en fait, il y a un truc, je vais essayer de faire une petite comparaison. C'est comme le PSG et la Juve, c'est assez grossier, mais c'est comme si toute l'année, ils faisaient l'amour à des filles moches, et en Ligue des Champions, soudain arrive une fille belle. Et t'as la Juventus qui se dit, une fille belle, finalement, biologiquement, c'est la même chose qu'une fille moche. Si on utilise les mêmes techniques que d'habitude, ça peut marcher, et c'est ce qu'ils ont fait en retour. Et le PSG, c'est plutôt ah, mais la fille elle est trop belle, c'est pas comme les filles moches qu'on se fait tous les jours, donc putain, on va pas y arriver. Non, je te suivrai pas sur ces expériences sexuelles que je n'aime pas par rapport à toi. Je laisse mes petits camarades rebondir sur ta discussion. Basto. Sur ton dernier point non plus, je ne rebondirai pas. Par contre, je vais bien faire un peu une synthèse de ce qui a pu être dit sur. Ouais, vas-y, et on clôt là-dessus. J'ai regardé vite fait cette année dans les championnats, dans les autres grands championnats, ce qui se passait. En Angleterre, on a City qui a 87 points, le deuxième qui a 71, le troisième à 70, le quatrième à 67. Donc on est proche de ce qui se passe en France, où on a Paris largement devant trois équipes qui pourtant ont les 2 points par match. En Allemagne, c'est encore pire puisqu'on a Munich à 75 points et le second est à 55. C'est Schalke en 30 matchs, donc eux, ils n'ont même pas les 2 points par match. En Espagne, on a le Barça qui a 11 points d'avance sur le second et derrière, ça se tient Atlético Real Valence. Et le cinquième qui a 13 points du quatrième, donc là aussi, c'est une analogie par rapport au championnat français. Et en Italie, on a la Juve et Naples qui carbure, mais le troisième est à 17 points du second. Donc là aussi, il y a un écart qui est abyssal. Et comme le disait Olivier, je pense que l'écart, c'est pas forcément la faiblesse d'un championnat ne se mesure pas forcément face à l'écart, mais par rapport à la qualité de nos adversaires, au-delà des concurrents, même les équipes qui sont, on va dire, dans le milieu haut du classement, sont bien plus fortes à l'étranger. Je pense à des Séville, des Arsenal, des Fiorentina qui sont bien supérieurs à nos Bordeaux, Rennes ou Saint-Etienne. Très bien. Mais je maintiens que c'est pas ça qui fait que le PSG affiche un mauvais état d'esprit. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas la principale raison. Ça peut jouer un truc. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'on se contente de défoncer tout le monde, d'appliquer notre jeu. Et voilà, si t'arrives à coucher avec une fille moche, tu peux coucher avec une fille belle. Encore. Le gars ne veut pas la lâcher. Voilà. Quelque chose à ajouter, mes amis? On peut clore là-dessus sur cette belle phrase. Vive les belles femmes. Peut-être. On fait pas un petit pronostic voilà, pour quand? petite projection sur Caen. Allez, si vous voulez, du coup, Coupe de France contre Caen, demi-finale, mercredi, mes amis. Est-ce que vous avez un petit prono comme ça? Je vais miser là, je me connecte à mon compte BetClick. Olivier, qu'est-ce que tu vois, toi, contre Caen? Moi, je pense que Caen a mis un trait sur ce match-là parce qu'il a d'autres choses plus importantes à jouer. Moi, je vois bien 4-0. Ok, Brayas? No bet, no game. Moi, je pense que c'est l'avant-dernier grand objectif pour Paris cette saison. Et donc, je vois Paris en mode très fort et je vois facile un 4-0. Et Basto? C'est la finale de la Coupe de France avant l'heure, vu que l'autre demi-finale, c'est 2 clubs de national. Je vais dire 3-1 Paris, moi, vu la qualité de la pelouse qui risque d'être assez catastrophique. Et merci à vous, messieurs. C'est sur ces jolis mots que nous nous quittons. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast avec nous et nous sommes champions de France. Du coup, Basto, Drayas, Olivier, si tu veux, petite chanson. Alors, nous sommes champions de France. Car nous sommes les plus riches. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Drayas, merci à toi. Ciao, merci Jimmy. Basto, merci à toi. Merci, salut Jimmy. Olivier, la bise, mon ami. Oui, Jimmy, si tu peux me faire une petite liste là pour les filles moches et les Belges. Bonne soirée à tous. Pas de soucis, bonne soirée à vous et merci de nous avoir écoutés. Champion, mon frère.